Madame, Monsieur, bienvenue à cette émission RDC Environnement que nous avons bel et bien le plaisir de vous présenter. 3 journées mondiales se suivent, le 21 mars d'abord pour commémorer la forêt, le 22 mars lié à l'eau et le 23 mars pour commémorer la météorologie. Dans cette émission, nous allons devoir revenir sur ces 3 journées mondiales et internationales. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission RDC Environnement qui est votre magazine des questions environnementales et du développement durable. Le détail, c'est tout de suite après ceci. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ainsi, je vous le disais tantôt, le 22 mars de chaque année, le monde célèbre la Journée mondiale de l'eau en République démocratique du Congo et ailleurs à travers le monde. C'est l'occasion de penser aux bienfaits de cette ressource indispensable pour la survie de l'humanité, mais une ressource de plus en plus menacée par les effets des changements climatiques. Beaucoup, mieux, des millions d'individus n'ont pas accès à l'eau potable à travers le monde. Et pour cette année 2022, le thème qui accompagne les célébrations de cette journée est intitulé « Eau souterraine, rendre visible l'invisible ». Cette journée s'articule donc autour des grands messages suivants. Les eaux souterraines sont invisibles, mais leur influence est visible partout. C'est dans ce cadre que se tient d'ailleurs à Dakar au Sénégal le 9e Forum mondial de l'eau 2022, axé sur le thème « La sécurité de l'eau pour la paix et le développement durable ». C'est donc sous ce thème que vont se dérouler les travaux de ce forum qui se tient pour la première fois en Afrique subsaharienne du 21 au 26 mars 2022 à Dakar au Sénégal. À l'occasion de cet événement, la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga SICOS a fait un message non seulement à l'endroit des participants à ces assises, mais aussi aux États membres de la SICOS. Madame Enone Judith Fundem Agbor et le secrétaire général de la SICOS, c'était le message qu'elle veut adresser à la population en marge de cette journée mondiale de l'eau. La 9e édition du Forum mondial de l'eau a lieu à Dakar au Sénégal du 21 au 26 mars 2022. C'est la toute première fois dans l'histoire de cette importante plateforme de collaboration mondiale sur les problématiques liées à l'eau que celle-ci se tient en Afrique au sud du Sahara où se trouve le 2e bassin hydrologique du monde, le bassin du Congo. Le bassin hydrographique du Congo renferme un potentiel de développement inestimable. Ces ressources sont partagées par une dizaine de pays. Il s'étend sur environ 3 800 km² et recouvre environ 20 millions d'hectares de forêts inondées. Cependant, on assiste de plus en plus à une dégradation poussée de la ressource en eau du bassin du Congo, tant en quantité qu'en qualité, dû à la conjugaison de plusieurs facteurs dont les effets de changement climatique restent au centre. Les besoins des États riverains sont de plus en plus croissants, tant en termes de transport, d'énergie, d'eau potable et de l'agriculture. Les conséquences sont alarmantes. Le taux d'accès des populations du bassin à l'électricité est d'environ 1% en milieu rural et de près de 30% en milieu urbain. Beaucoup n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité ou à une nourriture en quantité suffisante. Des milliers d'enfants meurent de maladies d'origine hydrique chaque année. Face à cette situation, la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, en sigle SICOS, dont l'action est fondée sur la gestion concertée et durable des ressources en eau, se sent fortement concernée par le thème du Forum de Dakar, qui est la sécurité de l'eau pour la paix et le développement durable. En effet, pour une meilleure gestion partagée des ressources en eau du bassin du Congo, où le sentiment d'abondance est de plus prédominant, la SICOS tente d'apporter des réponses aux attentes de tous les pays membres, en tenant compte des intérêts des uns et des autres à travers les outils ci-après. Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin du Congo.
C'est l'un des mécanismes les plus efficaces pour un bassin versant d'assurer le développement durable de ses ressources en eau et de préserver la paix. Il prend en compte les différents aspects de la gestion intégrée des ressources en eau, tels que la préservation environnementale, le changement climatique, le développement économique, le financement, l'éducation et le renforcement des capacités des acteurs. L'outil de modélisation et d'allocation des ressources en eau. Cet outil, utilisé de manière optimale par les décideurs, permet de voir les interactions entre les grands aménagements projetés, que ce soit au niveau technique, économique, social ou environnemental. Les projets intégrateurs dans le domaine du transport fluvial et de l'environnement mettent en place des outils et règlements communs aux États membres de la SICOS, traduisant une vision commune. Dans la mise en œuvre de ces projets, et par souci de durabilité et de paix, la SICOS met l'exigence dans la concertation des parties prenantes comme condition incontournable de leur aboutissement. Au cours du forum de Dakar, le forum de réponse, la SICOS espère partager ses expériences, associer ses efforts à tous les autres organismes des bassins du monde pour porter haut la voix de la coopération autour de l'eau pour la paix sociale, la durabilité économique et la préservation de l'environnement. J'en appelle à une prise de conscience collective de tous les acteurs de l'eau pour répondre efficacement à la volonté politique de tous les États afin de prendre en compte leurs intérêts dans le renforcement de la coopération multilatérale pour une meilleure gestion du bien commun indispensable à tout, l'eau. Vive l'intégration à travers l'eau, vive la SICOS. Voilà, c'était là donc Madame Enone Judith Sefndem Akbor, secrétaire générale de la SICOS, à l'occasion du Forum mondial de l'eau qui se tient, comme nous l'avions dit tantôt, depuis ce lundi 21 mars 2022 à Dakar, au Sénégal. Et ce forum est également l'occasion pour les participants de découvrir la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, SICOS, ses missions, ses objectifs et surtout les projets qu'elle exécute pour l'intérêt des États membres. Je vous propose de découvrir la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, SICOS. Regardez. L'eau, une ressource indispensable, abondante mais mal connue et mal gérée. Pour une gestion durable et rationnelle de cette ressource, la République d'Angola, la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo et la République du Gabon ont décidé de mutualiser leurs efforts pour une gestion durable des ressources en eau dans le bassin du Congo. Ils sont regroupés au sein de la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga, SICOS, chapeautée par un secrétaire général secondé par une équipe d'experts dans différents domaines de la SICOS. L'accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la SICOS et son additif, signé respectivement le 21 novembre 1999 et le 22 février 2007, confie à la SICOS les missions de la promotion de la navigation intérieure et de la gestion intégrée des ressources en eau. L'un des mandats de la SICOS, c'est la promotion de la navigation par voie d'eau intérieure. Et on peut bien promouvoir la navigation s'il y a un système de sécurité, n'est-ce pas, qui est mis en place. La SICOS ne remplace pas les États. Nous appuyons les États à travers, n'est-ce pas, la mise en œuvre d'un certain nombre de projets. Depuis le 6 novembre 1999, marquant la signature de l'accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la SICOS, cette organisation sous-régionale a géré plusieurs projets dont les derniers en date sont le programme de surveillance de l'environnement et la sécurité et l'Afrique, GMS en Africa, dont la thématique est la gestion de l'eau et des ressources naturelles en Afrique centrale. GMS a apporté depuis son démarrage plusieurs innovations. Dans le secteur de la navigation par exemple, grâce aux données d'observation de la Terre, il y a eu élaboration des applications smartphones
c'est-à-dire des cartes électroniques mises sur les téléphones et les commandants des bateaux peuvent naviguer avec moins de risques et aussi dans les délais de voyage très courts. Donc la navigation fluviale est sécurisée grâce à ces produits élaborés à travers ces programmes. Les produits et services opérationnels élaborés dans le cadre de ces projets GMS en Africa ne restent pas pour l'utilisation du spécialiste quelconque, mais ce sont des produits et services qui ont des retombées positives directement sur la population. Les applications smartphone, les cartes électroniques de navigation élaborées ont comme retombée la réduction des délais de voyage. Il y a aussi la réduction des accidents de navigation qui sont souvent récurrents dans nos voies d'eau. Il y a également l'augmentation des flux des échanges commerciaux entre les zones de production et les zones de consommation. Et la conséquence, c'est la baisse des prix des produits de première nécessité. Il y a aussi le projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans la zone SICOS par CEDANCI. Le projet appuie à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité du transport fluvial dans l'espace SICOS a vu le jour le 19 avril 2021. Ceci à travers l'implémentation des 2 documents de planification stratégique qui portent sur le pass navigation et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, la SICOS a élaboré le document de subvention qui a connu l'approbation de l'Union européenne pour le financement de la mise en œuvre de certaines activités sur une durée de 3 ans. Donc, l'objectif de ce projet est d'améliorer la sécurité de la navigation et la fluidité du trafic sur les voies d'intérêt des États membres de la SICOS. Ce projet a 5 composantes, parmi lesquelles il y a la poursuite de l'observatoire des barrières non physiques et l'amélioration de la sécurité de la navigation sur les voies d'intérêt des États membres de la SICOS. Et enfin, le projet pilote sur la gestion intégrée des ressources en eau et les systèmes d'information sur l'eau pour l'adaptation au changement climatique dans les bassins du Congo, PROGIR-SIAG. Le grand défi aujourd'hui à relever, c'est comment mobiliser cette ressource en eau et comment la valoriser. Ainsi donc, ce projet vient à point nommé parce qu'on ne gère que ce qu'on connaît. La SICOS, pour contribuer aux différents objectifs que doivent atteindre les États membres, c'est-à-dire que, aussi du développement durable, je citerai par exemple l'objectif numéro 13, qui dit que les États doivent s'adapter au changement climatique. L'objectif numéro 6, par exemple, qui parle de la gestion de son eau. Pour atteindre ces objectifs, la SICOS, donc, contribue auprès des États en leur apportant une information sur l'eau. À l'époque lointaine, le bassin du Congo avait près de 800 stations hydrométriques in situ. Mais à date d'aujourd'hui, 60 ans après, nous en sommes réduits à moins de 50. La SICOS, donc, à travers ce projet, va donc réinstaller des stations hydrométriques in situ, afin que ces stations-là puissent maintenant donner des données qui seront maintenant exploitées pour subvenir à ces objectifs-là. Par ailleurs, il faut souligner que la SICOS dispose d'une école régionale de formation au métier de la navigation intérieure qui forme les futurs capitaines des bateaux et membres d'équipage pour assurer la relève et ainsi renforcer les capacités de navigants et administration des pays du bassin du Congo et au-delà. Afin de réaliser ces missions, la SICOS s'est donné comme objectif, entre autres, de garantir la gestion durable des voies navigables, harmoniser la réglementation en matière de transport fluvial pour la sécurité de la navigation et la promotion de l'environnement. Signalons que la SICOS bénéficie de l'appui financier et technique de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, l'Union africaine, le Fonds français pour l'environnement mondial, l'Agence française de développement, la coopération internationale allemande et bien d'autres partenaires encore. Je vous l'ai dit tantôt, dans le sommaire, le 21 mars de chaque année est célébrée la Journée internationale des forêts, dont le thème pour cette année 2022 est « Les forêts et une production et une consommation durable ». Mais c'est quoi la forêt? Pourquoi devons-nous protéger la forêt?
Autant de questions que nous pouvons bien sûr nous poser pour comprendre l'importance et le rôle que joue la forêt dans la vie de toute l'humanité. Pour des millions de personnes dans le monde, le bois contribue à fournir de l'eau potable, de la nourriture et un abri, mais les bois peuvent faire bien plus et constituent une ressource renouvelable lorsque les forêts sont gérées de manière durable. Comme nous parlons de la Journée internationale des forêts, sachez qu'avec ses plus de 155 millions d'hectares de forêts, la République démocratique du Congo a de nombreux défis à relever quant à la gouvernance du secteur. La société civile environnementale congolaise qui accompagne le gouvernement dans cette tâche se présente des fois comme un lanceur d'alerte. C'est le cas de le dire quand une presse étrangère rédige des articles que la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois, la CNCIB, qualifie de diffamatoires dans le seul but de priver la République démocratique du Congo d'accéder au marché carbone. L'article incriminé est de la journaliste espagnole Gloria Palares du journal El País, intitulé « Un géant du bois convertit discrètement des sites d'exploitation forestière du Congo en programme de crédit carbone ». La CNCIB, la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois donc, a à cet effet organisé vendredi dernier un point de presse pour s'attaquer à cet article qui frise la mauvaise foi de la journaliste et le manque de professionnalisme. Voici les détails dans ce reportage. C'est une publication qu'elle qualifie de diffamatoire et préjudiciable, celle de la journaliste espagnole Gloria Palares du journal El País, dont l'article intitulé « Un géant du bois convertit discrètement des sites d'exploitation forestière du Congo en programme de crédit carbone » n'a pas laissé indifférente la société civile environnementale congolaise regroupée au sein de la Coalition nationale contre l'exploitation illégale du bois, CNCIB en sigle. Au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 18 mars 2022, la CNCIB pense que la journaliste a, d'une part, évoqué une illégalité dans l'attribution des concessions forestières de conservation et d'autre part, sapé les efforts de la RDC en la plaçant parmi les pays les plus opaques au monde en termes de transparence sur le plan financier. En tant que partie prenante de la gouvernance forestière, la société civile environnementale congolaise s'est donc vue obligée d'analyser et de donner sa version des faits. Nous avons seulement constaté qu'au niveau du contenu, il y a des choses qui sont fausses. Il y a des déclarations intentionnelles, des propos discourtois à l'endroit de la RDC qui est un pays souverain. Et c'est comme ça qu'en tant que société civile, nous nous sommes dit aujourd'hui qu'il faut quand même essayer de recadrer certaines choses parce que nous avons la vérité de ce qui s'est fait en RDC en matière de concession de conservation. Quand on traite de la RDC comme étant un pays qui manque d'experts ou d'expertise en matière de carbone, en matière de tourbières, en matière de conservation, alors que nous savons que nous sommes dans un processus nouveau qui doit faire du chemin et que nous travaillons dans cette dynamique-là, jour et nuit, pour arriver à mettre en place tous les outils qu'il faut pour que ces processus apportent les fruits au bénéfice du pays, au bénéfice des populations et même des opérateurs qui œuvrent ici en RDC. Par ailleurs, la CNCIB a exprimé sa désapprobation de l'article publié par Gloria Palares sur la question des concessions forestières, des conservations pour la société civile, le basculement des concessions forestières, initialement vouées à la coupe industrielle du bois vers la conservation et encourageant par le fait du maintien du couvert forestier et apportera plus loin des bénéfices légitimes aux parties prenantes, notamment aux communautés locales et peuples autochtones en cas de vente de crédit carbone. Dans l'article, on parle d'une poignée de concessions. Parce que la RDC, n'oubliez pas, a au total environ 155 millions d'hectares. Mais on parle d'une poignée de concessions détenues par une société autour de 4 millions d'hectares. Alors que les enjeux pour nous sont ailleurs. L'idée, c'est quoi? C'est que étouffer la RDC à ne pas accéder à ces marchés carbone à travers le monde. Ainsi, la CNCIB et tous ses membres ont recommandé, entre autres au gouvernement, de mettre la lumière sur la question des concessions de conservation à la société civile, de rester vigilante sur le monitoring forestier et au journal El País de retirer sans délai l'article en vedette qui contient certaines informations erronées, diffamatoires et rédigées dans un style discourtois. Car pour la CNCIB,
Cet article vise à priver la République démocratique du Congo d'accéder au marché carbone. Restons encore dans ce secteur forestier pour parler d'une avancée significative en cours de réalisation au pays des Paul Biya. Nous sommes là au Cameroun. SIGIF2, c'est le logiciel Système informatique de gestion de l'information forestière, mis en place il y a 11 mois de cela. Le logiciel est en pleine expérimentation par les exploitants forestiers au Cameroun. L'objectif de ce logiciel, c'est de scruter la traçabilité et la légalité du bois du Cameroun. De quoi s'agit-il au juste? Suivez plutôt ce reportage de nos confrères de la Cameroun Radio Television, la CRTV. 11 mois que les exploitants forestiers expérimentent SIGIF2, le système informatique de gestion de l'information forestière. Ce système scrute la traçabilité et la légalité des bois du Cameroun. Après 5 heures d'échange entre le ministre des Forêts et de la Faune Jules Dorendongo et les exploitants forestiers à Douala, il en ressort que ce logiciel est diversement apprécié. Par le passé, on travaillait, je peux dire, sur le plan artisanal. Mais avec l'arrivée du ministre Jules Dorendongo, il y a eu assez d'innovation au niveau du ministère des Forêts et de la Faune. Avec l'arrivée du SIGIF2 et avec la collaboration des opérateurs économiques et des collaborateurs du ministère des Forêts et de la Faune, nous pensons qu'il y aura, le Cameroun va retrouver assez de ressources financières. Tous ceux qui ont pensé auront dû commencer peut-être la filière bois et à peut-être 2 ou 3 paliers. Le problème actuel qui dérange tout le monde est simple. On a groupé tout le monde. Petit débrouillard que nous ne sommes pas encore prêts pour le SIGIF2. Nous souhaitons être formés pour nous amener doucement à comprendre le SIGIF2. Tout le bois du Cameroun doit désormais, selon le SIGIF2, être recensé et bien reconnu, bien identifié. En moins d'1 an, le logiciel SIGIF2 a satisfait les attentes selon le MINFOF. Une meilleure maîtrise des volumes de bois tels qu'ils sont coupés, une amélioration de la taxe d'abattage, un grand avantage sur les questions de transparence et de gouvernance et de lutte contre la corruption à travers la dématérialisation des procédures. L'un des défis du Cameroun en la matière, c'est la limitation de l'exportation du bois. Les pays de la CEMAC, avec un financement de la BAD, sont en train de mettre sur pied à partir de 2023 l'arrêt total de l'exportation des bois sous forme de grumes. Il ne reste plus que 30 jours pour les exploitants forestiers à intégrer le SIGIF2, la nouvelle politique de transparence qui vise la sécurisation des taxes forestières. Je vous l'ai également dit dans les sommaires, la dernière journée mondiale est celle de la météorologie qui est célébrée le 23 mars de chaque année avec comme thème pour cette année 2022 alerte précoce et action rapide. Ce thème souligne le rôle vital que jouent les informations hydrométéorologiques et climatologiques dans la prévention des catastrophes. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Terminons cette émission en nous rendant à Lusanga, territoire des Boulungu. Nous sommes là dans la province du Kwilu, où l'art et l'écologie ont été à l'honneur dernièrement grâce à l'artiste ghanéen Ibrahim Mahama qui a exposé ses œuvres au Centre d'art de travailleurs des plantations congolaises, CATPC en sigle, au grand plaisir bien sûr des communautés locales du coin sur les vestiges des concessions d'Unilever. C'était les 25 et 26 février 2022. Immersion dans cette exposition écolo-artistique dans ce documentaire que je vous propose de suivre. Pendant 2 jours, soit le 25 et le 26 février 2022, le Centre d'art des travailleurs et des plantations congolaises, CATPC, a vibré au rythme de l'exposition de l'artiste ghanéen Ibrahim Mahama qui a choisi le White Cube de Lusanga, un musée moderne érigé au sein même du CATPC, décrivant ainsi la philosophie de ses projets à la fois artistiques et écologiques, basé depuis quelques années maintenant dans les ruines de la multinationale Unilever, dans l'actuel Lusanga, en province du Kwilu, à plus de 500 km de Kinshasa, la capitale de la RDC.
Jeunes et vieux, paysans et intellectuels, forces vives et autorités de cette ville agricole, tous attirés par l'exposition, s'étaient réunis autour des artistes planteurs du CATPC pour découvrir l'œuvre artistique venue du Ghana, présentée et expliquée par un des émissaires de l'artiste Mahama, en la personne de Selom Kidje, artiste plasticien et directeur artistique du Centre d'art de la savane de Tamales. Il y a des vendeuses qui utilisent le sac pour contenir le maïs ou bien l'haricot. Après ça, quand le sac s'abîme, il y a des vendeurs de charbon de bois qui utilisent aussi le sac pour emballer les charbons de bois. Ça se noircit et le sac ne peut plus se retourner pour emballer le cacao. Vous voyez, donc le sac devient un objet inutile. Les gens ne veulent plus de ce sac-là. Donc lui, il s'intéresse au sac à ce stade-là. Ça veut dire qu'il travaille avec des gens de la classe moyenne ou bien de la baisse classe. Ceux qui devaient bénéficier des fonds de la vente de cacao, mais ces fonds n'arrivent pas à s'occuper de la société. Donc, Ibrahim s'est intéressé à ce sac et c'est un tissu, un large tissu pour couvrir des bâtiments. Souvent, les bâtiments qu'il couvre, ou bien ils couvrent des objets ou bien des bâtiments qui ont une histoire intéressante, soit c'est des bâtiments qui ont été abandonnés par des gouvernements ou par des sociétés. Mais c'est intéressant d'avoir ce sac ici. Pourquoi? Parce que cette plantation a une histoire. Le white cube, c'est un concept de pureté, c'est un concept de, comment dire ça, individualité, quoi, d'exploitation. Donc ça a une histoire un peu sombre. Donc le fait d'avoir un sac sale sur un bâtiment qui prétend avoir donné un espace libre, mais a une histoire un peu sombre, c'est cette conversation que Ibrahim s'intéresse. Le 25 février 2022, la cérémonie de lancement des activités a été présidée par Cédar Tamasiala, vice-président du CATPC, occasion pour les différents invités venus de par le monde de s'imprégner de la nature de ce projet développé à Lusanga. Tous les convives étaient appelés juste après à la visite de la pépinière, découvrant ainsi un arboratum bien tenu qui a permis à chacun de se choisir une jeune plante pour la forêt des vivants, une étape marquée bien sûr par les rituels des artistes. Nashina bankaka nyonso ya Kongo ya Afrika muvimba mpe ya ntoto muvimba. Après la plantation, c'était au tour de l'exposition publique d'attirer du monde. Une exposition caractérisée par des œuvres qui expliquent plusieurs réalités passées, mais aussi présentes, telles que celle de la colonisation ou encore celle sur l'acharnement des bailleurs de fonds sur les petits peuples. Chaque artiste avait donc partagé son expérience ou son inspiration personnelle en lien avec l'intérêt collectif des interprétations, parfois satiriques, mais surtout renfermant chacune une leçon pour prendre conscience et changer les choses, tout en décourageant la monoculture au profit de l'agroforesterie, désormais pratiquée sur ces terres longtemps appauvries. Autre moment fort de ces rencontres, l'échange riche auquel ont assisté les participants sur les cercles éducatifs autonomes Louyalou, conçus pour les enfants vivant autour du projet, avec l'apprentissage de plusieurs leçons, un moment de partage bénéfique entre artistes congolais et ghanéens. La présence de Selom
Francis et Essie, qui sont des ambassadeurs du frère Ibrahim venant du Ghana, a été très constructive, très instructive aussi, et surtout encourageante pour nous de voir que des frères à l'autre bout du continent sont en train de faire quelque chose de similaire à nous. Je dirais qu'ils ont beaucoup plus d'expérience et ils sont en avance par rapport à nous, et ça nous fait beaucoup de joie de savoir qu'à côté ou pas loin il y a des amis, des frères qui sont dans la même vision. Ces grands événements écolo-culturels des 48 heures a été ponctué par des rencontres cosmopolites autour du White Cube. Et c'est les vendredis 26 février, autour de 16 heures, que les habitants de Lusanga, en ébullition, ont pris d'assaut la déventure du bâtiment blanc, recouvert entièrement d'une grande couverture. Contacté par visioconférence, l'auteur du chef-d'œuvre a renseigné que l'idée de couvrir un musée avec des sacs renvoyait justement à une panoplie de systèmes économiques ayant longtemps tiré profit de la naïveté de plusieurs paysans à travers le monde et tout particulièrement dans le tiers-monde. Ça, c'est la toute première exposition individuelle d'Ibrahim Mahama au Congo, mais il l'a fait aux États-Unis, au Ghana tout d'abord, en Europe et dans des autres pays africains. Mais d'un autre côté, très souvent, ces institutions d'art sont que localisées dans des endroits riches, des endroits où il y a beaucoup d'argent. On ne parle pas seulement de Dubaï ou de New York ou de Londres, mais même à Kinshasa ou à Lubumbashi, ce sont des grands centres économiques. Et c'est là où on peut trouver donc des gens qui veulent bien investir dans le modèle du White Cube, l'espace vide, blanc, où l'artiste est libre de s'exprimer. Le clou de ces rassemblements était une pièce de théâtre qui relatait les ras-le-bol d'une communauté manipulée et pillée durant un siècle et qui réclamait justice et réparation à la manière des réalités vécues dans cette ville qui allie culture et écologie pour le bonheur de toute la communauté. Tout est bien qui finit bien. René Ngongo, président du CATPC, a remercié tous les participants et tous les convives qui ont manifesté leur intérêt pour ces rencontres autour de l'exposition de cet artiste au White Cube de Lusanga pour le bonheur des générations actuelles mais également des générations futures. On peut applaudir les artistes parce que... Madame, Monsieur, voilà qui boucle cette émission environnementale. N'oubliez pas d'aller sur Vert Vert TV, votre chaîne YouTube, pour vous informer davantage sur les questions environnementales en vous abonnant massivement bien sûr et en cliquant sur la cloche. RDC Environnement, c'est aussi sur Facebook, Twitter, WhatsApp. Merci de nous avoir suivis. Merci à Mireille Makesse, merci à Fanfa Makitu, Guilhem Nzembe, Peter Loma, Gédon Mouaï et Christian Kinina. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin de votre environnement. Au revoir et à très bientôt.